Retour aujourd'hui donc sur les légendaires automatistes, dont l'un des points culminants évidemment de leur action aura été l'écriture et la parution du fameux Refus global en 1948. Refus global est en fait un recueil de textes écrits par plusieurs intervenants du groupe avec des images et dans lequel on retrouve le manifeste qui s'appelle Refus global, écrit par Bordua et qui sera co-signé par une quinzaine, évidemment, comme ça, d'automatistes tout azimut. Lorsque celui-ci paraît, il a vraiment l'effet d'une bombe, parce que même s'il traduit le désir de liberté de toute une génération, le ton subversif, le propos radical va scandaliser l'élite, c'est-à-dire le gouvernement duplessiste et le clergé qui se sent franchement menacé dans ses convictions les plus profondes. Donc la presse va se déchaîner. Ceux qui n'avaient encore jamais entendu parler des automatistes vont être mis au courant de leur existence. On les boycotte, on les censure, on s'oppose ferme à leurs propositions. C'est donc à dire que nos automatistes vont payer très cher le prix de leurs désirs précoces, de leurs audaces, qui arrivent un peu trop tôt pour le contexte de l'époque. Il faut se replacer, il y a déjà plus de 70 ans, cette parution du Refus global en 48. Reste que cette réaction démesurée va avoir pour effet de populariser finalement le groupe et leurs revendications, parce que Refus global, c'était 400 exemplaires, éparpillés évidemment comme par-ci par-là, donc qui se serait sans doute tout ça passé inaperçu s'il n'y avait pas eu toutes ces secousses et cette indignation comme ça dans la presse. Mais bon, pour l'heure, nos automatistes en subissent le contre-coup et dans les années qui suivent, le groupe va se disperser. Il y a certains qui restent au Québec, puis il y en a d'autres qui vont aller chercher ailleurs, à New York, à Paris, par exemple. Ça va quand même prendre quelques années avant que leur génie soit reconnu, puisqu'il le sera, nul ne doute aujourd'hui du riche héritage qu'ils ont laissé au domaine culturel québécois. Après eux, tout était possible au Québec. Ils ont été pratiquement canonisés héros de la culture québécoise, puisqu'ils ont été essentiels au chemin qui tranquillement allait nous mener à la Révolution tranquille. Depuis sa fondation, le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire vise justement à mettre en valeur cet héritage. Ils ont consacré plusieurs expositions au fil des années au groupe ou à certains de ses membres. Parmi ces expositions, je mentionnerai celle de 1997, Saint-Hilaire et les automatistes, qui était une exposition très importante puisqu'elle fut la première exposition automatiste présentée à Saint-Hilaire, soit plus de 50 ans après la naissance du groupe. Et c'est pas peu dire puisque cette exposition avait une valeur symbolique évidemment très forte. Mont-Saint-Hilaire avait été un foyer ultra important pour le groupe. C'était pas le lieu où voir les œuvres expressionnistes, mis à part les deux expositions surprises que Bordua va tenir chez lui en 51 et 52. Mais c'était un lieu de ressourcement très important, évidemment, pour le groupe. Comme on le verra dans une prochaine capsule, c'était le lieu de naissance de Bordua et c'était le lieu de résidence de Bordua qui était venu se réinstaller depuis 1944. Donc, ces acolytes pouvaient venir fréquenter leur maître, prendre connaissance de ces nouvelles avenues créatrices et ils pouvaient aussi s'inspirer lors des grandes journées ou soirées de discussions interminables que Bordua aimait bien tenir chez lui. On dit qu'il était très, très hospitalier, d'ailleurs, Bordua, et plusieurs de ses disciples, dont Fernand Leduc, Riopelle, Maurice Perron, pour en nommer quelques-uns, vont profiter parfois pendant plusieurs semaines de l'hospitalité, évidemment, du maître de Saint-Hilaire.
Donc, un véritable petit cénacle artistique se créait comme ça à Saint-Hilaire. Les Gauvreau avaient aussi une résidence à Saint-Hilaire. Plusieurs autres membres du groupe louaient des résidences d'occasion comme ça dans la région pour assurer la proximité du groupe. Les Barbeaux vont aussi s'installer là pendant un certain temps. Évidemment, la beauté du lieu devait les attirer, aussi le Richelieu, la montagne. Donc, ce paysage qui jouera certainement parfois dans la genèse de certaines de leurs œuvres non figuratives. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le mentorat du maître et les échanges sur la philosophie, l'esthétique, la religion qui vont forger ici, donc à Saint-Hilaire, l'idéologie du groupe. Groupe dont les va-et-vient, comme ça, devaient lucidement peut-être déranger un peu la petite communauté tranquille. Comment deviner ce qu'ils étaient, évidemment, à mettre à jour? Mais cela aura pour effet de faire de Saint-Hilaire le Creuset, de l'un des plus importants mouvements artistiques canadiens. Donc voilà, ça conclut pour aujourd'hui, mais il y a encore tellement à dire et tellement à dire sur eux, donc possiblement que de futures capsules traiteront d'autres aspects, évidemment, du groupe, soit des œuvres plus spécifiques, certaines anecdotes ou autres. Et j'aimerais bien revenir aussi de façon plus précisément sur Bordua lui-même, dont il y a tellement à dire. C'est donc un rendez-vous, je vous dis à la semaine prochaine!